Toute sa vie, Pablo Picasso garda avec adoration dans son atelier 4 tableaux du même peintre. Il confronta régulièrement son travail à ces toiles si particulières. En 1908, Picasso prend en surimpression une photo de cet artiste dans son atelier. Comme s'il voulait saisir dans cette image l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'art, celui de la vie et l'œuvre du peintre autodidacte que l'on surnomma le douanier Rousseau. Connu pour ses jungles à l'allure de rêve d'enfant, Henri Rousseau a peint, au début du XXe siècle, une œuvre peut-être bien moins simple qu'elle n'y paraît. L'histoire du peintre Henri Rousseau commence à Paris, autour des années 1900. Épicentre des arts, la ville est devenue la scène d'un vaste théâtre où s'inventent chaque jour des formes nouvelles. Il serait pourtant bien difficile de retrouver dans le Paris d'aujourd'hui trace de ce qu'était ce temps-là. La Seine est alors, comme une artère irrigue le cœur, l'avenue la plus traversée de la ville et ses quais remplis d'activités commerçantes. Petit provincial venu à Paris en 1868, âgé de 20 ans, Henri Rousseau travaille d'abord comme employé de l'octroi, ce poste de douane chargé d'enregistrer le flux incessant des cargaisons qui arrivaient par le fleuve. C'est de là que vient son surnom de douanier, qu'on lui attribuera de manière aussi affectueuse qu'amusée. Car après 20 ans de ce travail ingrat, Henri Rousseau veut devenir peintre. Il quitte son emploi de l'octroi avec pour seule ressource sa volonté farouche de reconnaissance. Installé dans son petit atelier, derrière le quartier de Montparnasse, Henri Rousseau envoie au début de sa carrière à un éditeur sa propre biographie, jamais publiée, qu'il rédige ainsi. Henri Rousseau, peintre. Né à Laval en 1844, vu le manque de fortune de ses parents, fut obligé de suivre une autre carrière que celle où ses goûts artistiques l'appelaient. C'est après de bien dures épreuves qu'il arriva à se faire connaître d'un nombre d'artistes qui l'environnaient. Il s'est perfectionné de plus en plus dans le genre original qu'il a adopté et est en passe de devenir l'un de nos meilleurs peintres réalistes. Comme signe caractéristique, il porte la barbe broussaillante et fait partie des indépendants, pensant que toute liberté de produire doit être laissée à l'initiateur dont la pensée s'élève dans le beau et le bien. En 1890, lors de ses premières années comme peintre, Henri Rousseau fait un autoportrait qui concentre toute sa personnalité, son art et ses rêves de gloire. Dans ce tableau intitulé « Moi-même portrait paysage », l'ancien douanier se montre tel qu'il aimerait se voir, un peintre sûr de lui, maîtrisant son art.
Il règne maintenant, gigantesque, sur les quais de Seine et sur son ancienne guérite de l'Octroi. Les noms de ses deux épouses qu'il a tant aimées, Clémence et Joséphine, sont inscrits sur sa palette, leur dédiant sa volonté de peindre. Henri Rousseau se place dans son époque, marquée par les drapeaux des festivités de l'Exposition universelle de 1889 et la Tour Eiffel, qui apparaît pour l'une des premières fois dans la peinture. Pourtant, son art est encore imparfait. Il ne parvient pas, comme le montrent les repentances, à dessiner ses pieds et les placer dans la perspective, lui donnant l'air de s'élever de Paris comme une montgolfière. Dans le ciel de Paris s'élève également à cette époque la Tour Eiffel, alors le plus haut bâtiment du monde depuis son érection en 1889, symbole de cette modernité triomphante qui se diffuse sur les artistes de l'époque. L'un des plus célèbres d'entre eux est le poète Guillaume Apollinaire, inventeur des calligrammes et du terme surréalisme, chef de file d'une avant-garde où il faut maintenant briser les lignes anciennes. Ce dernier réunit autour de lui des artistes comme Alfred Jarry, jeune dramaturge et auteur de la célèbre pièce Ubu-Roi. C'est par Alfred Jarry que l'ancien employé de l'Octroi est alors présenté à des jeunes peintres comme Pablo Picasso ou Robert Delaunay, deux des plus grands fondateurs de l'art moderne. Henri Rousseau organise régulièrement chez lui de petites soirées artistiques auxquelles il convie grand nombre de cette bohème, dont fait partie Fernande Olivier, la première muse de Pablo Picasso. Il y a assez longtemps, je crois que j'ai connu Rousseau en 1904. Je l'ai connu la première fois que j'ai vu Rousseau, c'était à une de ces soirées qu'il donnait avec des artistes et surtout des commerçants de son quartier. C'était Guillaume Apollinaire qui avait été invité, qui nous y avait emmenés. Et j'ai trouvé Rousseau un homme charmant, avec une allure tout à fait ordinaire de petit bourgeois de province. Il n'avait même pas l'allure du douanier, comme on les voit, un peu arrogant. Non, il était timide, il était pusillanime. Il avait confiance cependant en lui, une très grande confiance en son travail. Il aimait la peinture par-dessus tout. Malgré sa passion débordante, il n'est pas nécessaire de dissimuler ou d'excuser ce qu'il peut y avoir de grotesque dans les tentatives réalistes du douanier. Sa peinture, qui paraît parfois enfantine, est celle d'un homme qui a lutté toute sa vie pour maîtriser son art. Proportion pour le moins équivoque. Difficulté à situer les corps dans l'espace. Traits et détails maladroits. L'art d'Henri Rousseau paraît au premier regard bien simple, et son caractère naïf a longtemps été le seul qualificatif qu'on lui attribue. Henri Rousseau exposa pour la première fois ses œuvres au Salon des Indépendants en 1885. Ce nouveau salon, fondé par Signac, Redon et Seurat, accueillait toutes les nouvelles tendances de la peinture, sans prix ni jury. Rousseau y déclencha l'hilarité générale, dont l'écho le suivit à chacune de ses expositions.
Il consigne alors dans un petit cahier les coupures de presse qui le concernent. Comme un enfant se console des sermons de ses parents pour voir en eux la preuve de son existence. C'est évidemment l'œuvre d'un enfant de 10 ans qui a voulu dessiner des bonshommes. Il faut aussi conclure que le dit enfant ne s'est point observé. C'est son imagination qui a fait tous les frais de sa peinture. Ceci s'adresse à l'éminent paysagiste Rousseau, dont les toiles ressemblent au gribouillis qui fit les délices de notre 6e année lorsqu'une boîte de couleurs sans poison nous fut confiée par une mère indulgente. Des chinoiseries délirantes de Monsieur Rousseau. Quel malheur, juste ciel, que de si beaux morceaux de toile soient perdus, qui eussent fait de si excellents torchons. Son tigre au milieu des jungles est admissible comme tapisserie japonaise, ce qui prouve qu'avec un peu moins de théorie et plus de travail, M. Rousseau pourrait arriver à la représentation de la nature. Peu d'artistes ont été plus moqués durant leur vie que le douanier. Et peu d'hommes opposèrent un front plus calme aux railleries, aux grossièretés dont on l'abreuvait. Ce vieillard courtois conserva toujours la même tranquillité d'humeur, et par un tour heureux de son caractère, il voulait voir dans les moqueries mêmes l'intérêt que les plus malveillants étaient en sorte obligés de témoigner à son œuvre. Lors du 5e Salon des Indépendants, en 1891, Henri Rousseau présente une toile des plus incongrues, intitulée « Surpris », suivie d'un point d'exclamation. Il imagine dans ce tableau une scène qui, plus que toute autre de ses premières peintures, déclenche l'hilarité. Surpris, allégorie passionnée de l'étonnement que provoque l'ancien douanier, ce tableau renvoie au public son propre regard, incapable, comme ce tigre figé dans la tempête, de comprendre l'art auquel il fait maintenant face. Comment alors ne pas admirer la force de caractère de cet homme, qui s'obstine malgré les rires incessants à peindre, alors que le reste du monde continue à le présenter comme un enfant ou un fou. Le douanier avait conscience de sa force. Il lui échappa une ou deux fois de dire qu'il était le plus fort des peintres de son temps. Et il est possible que sur bien des points, il ne se trompait pas beaucoup. C'est que, s'il lui a manqué dans sa jeunesse une éducation artistique, il semble que sur le tard, lorsqu'il voulut peindre, il ait regardé les maîtres avec passion, et que presque seul d'entre les modernes, il ait deviné leurs secrets. À Guillaume Apollinaire. Cher ami, je viens de recevoir le télégramme. Si vous ne pouvez absolument venir demain mardi, venez mercredi, sans manquer. Pour le portrait, il ne faut plus tarder. La peinture séchant, cela ne ferait pas bien. C'est double travail. À demain, mardi ou mercredi, sans manquer, à 1h30. En attendant, cordiale poignée de main. Bien des choses à votre dame, qui sera aussi contente que je l'espère. Le douanier fit 2 fois mon portrait, dans une composition ayant pour titre « La muse inspirant le poète ». Les uns trouvaient que le tableau était touchant, les autres qu'il confinait au grotesque. Mais pour ceux qui regardaient la ressemblance, tout le monde est tombé d'accord. Elle était nulle. De mon côté,
Je m'étonnais. Comment se faisait-il, puisque ce portrait ne me ressemblait pas, que l'on m'eût reconnu? Mais je suis disposé à admettre que ce portrait était d'une ressemblance si frappante et si nouvelle qu'elle a ébloui malgré eux ceux qui s'en rendaient compte et ne voulaient pas croire. Et ce tableau, si longtemps médité, tirait à sa perfection. Le douanier avait fini de plisser la robe magnifique de ma muse. Il avait achevé de teindre mon veston en noir, ce noir que Gauguin déclarait inimitable. Les maladresses de Rousseau l'amènent à transposer les volumes, qu'il ne peut pas rendre, en surface plane, presque géométrique. Les visages, comme ici dans le portrait présumé de l'écrivain Pierre Loti, ressemblent ainsi à des masques primitifs. Il se part d'un équilibre prémonitoire, d'une puissance archaïque. Voilà un premier indice pour comprendre ce qui fascine dans ces portraits Apollinaire, Delaunay ou Picasso. Ces derniers voient dans ces formes, bien plus sophistiquées qu'enfantines, la résurrection d'un art oublié. Celui-ci vient de réapparaître au monde lors des expositions universelles de 1889 et 1900 à Paris, où sont exposées des statues et des masques venus des colonies françaises. Si le public ne voit généralement là qu'un art primaire, certains avant-gardistes, comme Picasso, expriment devant ces formes une admiration à l'origine de leur volonté d'abstraction. Il se rappelle alors de cet art en voyant pour la première fois les visages d'Henri Rousseau, qu'il qualifie de primitifs. Mais si Rousseau n'a jamais voulu copier ces masques, où avait-il bien pu voir ces formes particulières pour en assumer le dessin ? Il faut alors remonter jusqu'aux premières visions du peintre, de celles qui impriment à jamais l'inconscient d'un artiste. C'est à Laval, petite ville entre Paris et la Bretagne, qu'Henri Rousseau grandit. Né d'un père ferblantier, ce dernier habite les 20 premières années de sa vie dans une tour médiévale, la tour Becheresse, à la frontière de la ville et de la campagne. Singulière maison d'enfance qui a dû longtemps nourrir l'imagination débordante du jeune Rousseau. Elle créa chez lui la possibilité d'un monde différent, à la frontière de la réalité et du rêve. Non loin de cette tour, sur les bords de la Mayenne, il se rend enfant dans la petite église d'Avenières. Il observe là la respiration fragile de la couleur filtrant à travers les vitraux anciens. Dans cette église n'avait pas encore disparu toute la beauté du Moyen-Âge. Tout en haut des colonnes du chœur, des saints et des lions rappellent le temps de l'art symbolique. Un art dans lequel, comme dans les peintures du douanier, les formes n'ont pas besoin d'être exactes pour nous convaincre qu'elles existent. Henri Rousseau a connu le regard tourné vers ce bestiaire, le temps où il fallait croire pour voir. Devant ces toiles, quelques rares critiques admiratives rappellent que sa peinture,
par la grâce de ses tons et de ses couleurs, ressemble à celle des primitifs Italiens du XVe siècle. On prononce parfois même les noms de Paolo Uccello ou de Lo Scheggia. Rousseau arrive directement avec cette vision fraîche et pure, et trouve directement d'un seul coup cette vérité qui avait été perdue depuis les primitifs. Voilà la véritable signification de l'œuvre de Rousseau. Nous avons la preuve qu'il fréquentait le Louvre. Il est facile de comprendre que sa forte qualité picturale, directement au contact des maîtres, a su du premier moment trouver ce sens perdu des traditions. Résultat que les impressionnistes pensaient trouver dans leur action anarchique. Les impressionnistes doivent en effet trouver bien étranges les paysages de banlieue que peint Henri Rousseau. Loin des effets de stylisation, son pinceau décrit sans phare un monde simple et mélancolique. Il porte dans ses toiles un regard presque photographique, chargé d'émerveillement devant les transformations radicales de l'horizon et les inventions prodigieuses de l'époque. Celles-ci doivent paraître au grand public comme les toiles de banlieue du peintre, bien inutiles, voire folles. Malgré la volonté réaliste du peintre, les tableaux de Rousseau présentent toujours une forme disloquée, originale. À force d'obstination, il parvient à associer dans un même cadre, comme dans les joueurs de football ou la carriole du père Junier, toutes ces maladresses à son don génial de composition. Dans ce Paris foisonnant d'expérimentation, le douanier se rend probablement avec son jeune ami Alfred Jarry au théâtre d'ombre d'Henri Rivière qui se tient au Chat Noir à Montmartre. Dans ce cabaret interlope s'encanaille toute la bohème de la fin du XIXe siècle. Des écrivains comme Alphonse Allais ou Léon Bloy, des musiciens comme Éric Satie ou Claude Debussy, des peintres comme Toulouse-Lautrec ou Degas, trouvent tous devant ce théâtre d'ombre une manière joyeuse de défier l'ordre établi. La peinture d'Henri Rousseau ressemble parfois, de manière surprenante, à ces décors remplis de silhouettes et de paysages sans perspective. Ce théâtre est pourtant l'une des dernières manifestations d'un monde qui disparaît. De nouvelles machines donnent vie à l'image et bouleversent à jamais l'histoire de la représentation. Car au moment même où le peintre est à l'œuvre, se déroule l'une des plus grandes révolutions de l'art, l'invention et la naissance du cinématographe. Dans l'un des tout premiers films tournés par Edison en 1900, lors de l'exposition universelle de Paris, l'image avec ses cadres et ses travelling contient déjà toutes les techniques modernes du cinéma. Le réel s'offre dorénavant au public, fasciné, sur un écran noir. Face à ce nouveau procédé, que reste-t-il à peindre ? Il faut aller maintenant chercher une vérité dans ce qui ne se voit pas, dans la folie, les rêves, les cauchemars. Le figuratif se dissout dans une quête nouvelle de l'invisible. Ceux qui ont connu Rousseau
se souviennent du goût qu'il marquait pour les fantômes. Il en avait rencontré partout. Et l'un d'eux l'avait tourmenté pendant plus d'1 année, au temps où il était à l'octroi. À plusieurs reprises, Rousseau essaya de l'abattre à coups de fusil. Mais un fantôme ne peut plus mourir. Et s'il essayait de le saisir, le revenant s'abîmait dans le sol et réapparaissait à une autre place. Il avait un sentiment si fort de la réalité que quand il peignait un sujet fantastique, il s'épouvantait parfois et tremblait. Il était obligé d'ouvrir la fenêtre. Rousseau est en communication avec un monde qui nous échappe. La lune éclaire autant qu'en plein jour, unique et mystérieuse source qui ne parvient pas à dissoudre la couleur et les ombres. Sa lumière à la fois intense et douce pétrifie le temps et forme un monde irréel, dans lequel chaque détail devient visible. Ce n'est sûrement pas un hasard si un grand nombre des compositions d'Henri Rousseau présentent cette lune pour seule lumière. S'éloignant des portraits et des paysages, Rousseau peint progressivement sous l'éclairage de cette lune un monde détaché du sensible, profondément fantastique. Tristan Tzara et André Breton, les fondateurs du surréalisme, ont vu, 30 ans plus tard, dans ce tableau intitulé « La bohémienne endormie », l'une des sources de leur mouvement. Peint pourtant bien avant l'émergence de ce courant, par un simple autodidacte, la toile résiste encore et toujours aujourd'hui aux interprétations. Seuls les mots de l'artiste total que fut Jean Cocteau parviennent à mettre un sens sur un tel chef-d'œuvre. Nous sommes dans le désert. Peut-être ce lion, ce fleuve, sont-ils le rêve de la dormeuse? Quelle paix! Le mystère se croit seul et se met tout nu. La bohémienne dort, les yeux fermés. Pourrais-je dépeindre cette figure immobile qui coule, ce fleuve d'oubli? Je pense à l'Égypte, qui savait garder les yeux ouverts dans la mort, comme les plongeurs dans la mer. Au reste, ce n'est peut-être pas sans motif que le peintre qui n'oubliait jamais aucun détail ne marque le sable d'aucune empreinte autour des pieds endormis. La bohémienne n'est pas venue là. Elle est là. Elle n'est pas là. Elle n'est en aucun lieu humain. Le legs de Rousseau à l'art avec ce tableau sera immense. De Chirico, Dali ou Buñuel verront tous là un manifeste qui nous proposerait de mettre simultanément en doute notre regard et déguiser notre œil.
À force de vouloir échapper au monde qui l'entoure, Henri Rousseau a fini par créer l'un des univers les plus fabuleux de la peinture. Il n'est jamais allé, comme il l'affirmait pourtant parfois, au Mexique. C'est une légende qu'il a racontée, reprise par Apollinaire. Ce ne sont pas des jungles qu'il peint, mais des rêves de jungle. Ce ne sont pas des forêts qu'il a représentées, mais des forêts vues en imagination. Son exploration s'enfonce de plus en plus profondément dans les méandres de l'âme humaine. Son tableau intitulé « Le rêve » résonne telle une mise en scène moderne de notre inconscient. Au moment même où Freud théorise à Vienne la psychanalyse, l'ancien employé de l'octroi soumet la vision d'une femme nue, allongée sur un divan, plongée dans une jungle qu'il n'a jamais vue. Cher ami, je réponds de suite à votre aimable lettre afin de vous expliquer le motif pour lequel se trouve le dit canapé en question. Cette femme endormie sur ce canapé rêve qu'elle est transportée dans cette forêt, entendant les sons de l'instrument du charmeur. Je vous remercie de votre bonne appréciation, et si j'ai conservé ma naïveté, c'est que M. Jérôme, qui était professeur à l'école des Beaux-Arts, m'a toujours dit de la conserver. On m'a dit aussi que je n'étais pas de notre siècle. Je ne pourrai maintenant changer ma manière, que j'ai acquise après un travail opiniâtre, vous devez le penser. Rousseau présente ici une interprétation fantasque et profane du mythe de l'Éden. D'abord une Ève, nue et simple, puis ses fruits interdits à l'allure ici d'orange plus que de pomme, et enfin le serpent de la tentation fuyant du cadre, animal symbole des désirs et du péché, qui ne peut apparaître en pleine lumière. À ce thème classique, Rousseau ajoute cependant, avec un quatrième élément, une interprétation libre et nouvelle. En arrière-plan, presque invisible au premier abord, un charmeur mystérieux concentre avec son instrument toute la force de l'art, capable alors de repousser le serpent et laisser le paradis dans une pureté originelle. Il est en réalité le personnage central du tableau, ombre secrète qui symbolise notre inconscient et la force insaisissable de la création. L'imagination de Rousseau est dans cette création sans limite. N'ayant jamais quitté Paris, il trouve en réalité ses rêves dans un bestiaire des bêtes sauvages des Galeries Lafayette, qu'il copie parfois trait pour trait. Puis dans les serres tropicales et la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris, où il cherche le détail si intense de ses compositions. Il y a pourtant, en s'attardant dans la contemplation de ces tableaux, quelque chose qui résiste à toute explication. Il semble qu'Henri Rousseau se soit souvenu d'un lieu profondément archaïque, d'une frayeur animale, d'un royaume dans lequel les singes finissent par prendre la place du peintre. Le plus grand mystère de la vie de Rousseau est peut-être alors celui-là. Qu'avait-il bien pu voir en se rendant dans le Jardin des Plantes ?
un journaliste qui lui pose un jour la question, il affirme « Quand j'entre dans ces serres, j'ai l'impression d'entrer dans un rêve. » Si c'est un paysage exotique, tout est pensé, prémédité. Une lourdeur métallique de la forme des plantes grasses qui s'enchevêtrent, avec une variété de mouvements qui paraissent copiés d'après la nature, selon ses aspects, mais qui sont vus par Rousseau dans un sens de réalité toute voulue par lui. Une relativité de rapports inconnus dans la peinture, une variété de couleurs des plus franches, des verts épais et froids, des vers jaunes et charnus, des cactus en fleurs, les simples herbes de nos pays, qui prennent importance, dans les pays du soleil, de véritables arbres, où toute la nature est gigantesque. Dans La Charmeuse de Serpent, peint en 1907 à la demande de la mère de Delaunay, Henri Rousseau n'oublie pas, dans sa quête de l'invisible, la part sombre et intense du désir érotique. Une force qui ne peut être maîtrisée que par l'art véritable. Les rêves deviennent alors chez Rousseau la matière première de la création. Ces toiles gigantesques de jungle deviennent peu à peu pour le peintre un refuge absolu. Il leur consacre toute sa force. Il y brûle, devenu misérable, son désir ardent de reconnaissance. Dans ces forêts, on retrouve souvent un même motif, celui d'un animal carnassier et sauvage, affamé. Peut-être faut-il n'avoir jamais eu à se demander comment manger les jours à venir, pour ne pas voir dans ces motifs l'obsession même du peintre à se nourrir. À Guillaume Apollinaire, cher ami, je suis bien contrarié d'être obligé de t'écrire ces lignes, ayant craint, devant ces messieurs, de t'expliquer ma situation en ce moment. Ayant eu mon terme à payer, plus un billet assez fort à mon marchand de couleurs, je suis très gêné, et ce soir il me reste 15 centimes pour souper. Il est vrai que j'ai ma pension, comment ferais-je s'il en était autrement? Je n'ai pu en mettre de côté, malheureusement,
Et lorsque je fais un tableau qui me demande 2 ou 3 mois de travail, il faut que je vive, que je fournisse mon temps et mes matières premières. En attendant le plaisir de te voir, cordiale poignée de main. Bien des choses à ta muse. Ton ami qui compte sur toi, Henri Rousseau. Vivant de ses maigres ressources de peintre, Henri Rousseau perd 7 de ses 8 enfants. En ces temps difficiles, quelques grands artistes de l'époque décident, en 1908, de rendre hommage à l'autodidacte de Laval. Il ne lui reste plus, âgé de 64 ans, que 2 ans à vivre. Le jeune Picasso organise cette année-là dans son atelier du bateau Lavoir un grand banquet en l'honneur de Rousseau. Formidable fête qui s'achève dans l'alcool et l'aube à laquelle participe toute la bohème de l'époque. Rousseau affirme à Picasso à cette occasion « Nous sommes les 2 plus grands peintres de notre temps. Moi dans le genre moderne, toi dans le genre égyptien. » C'est bien ici qu'a eu lieu le banquet offert à Rousseau, dans l'atelier même de Picasso, avec qui je vivais à cette époque. Pourquoi frappez-vous à cette porte? Par souvenir. Maintenant c'est déserté. Je le regrette. J'aimerais mieux que ce soit Picasso qui vienne m'ouvrir. Vous avez habité là? J'ai habité là environ de 1901 ou 2 jusqu'à 1910. 11, jusqu'à 1911. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait d'abord tous les amis, Salmon, Apollinaire, Kremnitz, Jean Gris, Max Jacob, et puis Gertrude Stein. Il y avait tous les rapins de Montmartre qui ont pu venir à inviter ou non. Et il y avait Marie Laurencin qui avait été renvoyée parce qu'on l'avait un peu grisée. En attendant, Rousseau était toujours sur son trône, endormi, après avoir chanté sa petite chanson. Enfin, il s'est réveillé. Et à ce moment-là, Apollinaire, qui avait fait des vers à la gloire de Rousseau, a dit sa poésie. Tu te souviens, Rousseau, du paysage aztèque, des forêts où poussaient la mangue et l'ananas, des singes répandant tout le sang des pastèques et du blond empereur qu'on fusilla là-bas. Les tableaux que tu peins, tu les vis au Mexique. Un soleil rouge ornait le front des bananiers, et valeureux soldat, tu troquas ta tunique contre le dolman bleu des braves douaniers. Le malheur s'acharna sur ta progéniture. Tu perdis tes enfants et tes femmes aussi, et te remaria avec la peinture pour faire tes tableaux, enfants de ton esprit. Nous sommes réunis pour célébrer ta gloire. Ces vins qu'en ton honneur nous verse Picasso, buvons-les donc, puisque c'est l'heure de les boire, en criant tous en chœur. Vive, vive Rousseau! Tous les jours, nous découvrons dans Rousseau les rapports d'humanité avec l'univers, la nature à travers Rousseau. Dans ce sens, Rousseau est passé complètement inaperçu par la critique ignorante et malveillante de son époque. Seuls quelques rares peintres, peu à peu, découvrirent la valeur réelle de son œuvre et entrevirent son rayonnement. Lorsqu'il peint en 1910 la ville de Paris, Robert Delaunay poursuit la vision du monde sans perspective et disloqué du douanier. Ce dernier se demandera, à la veille de sa mort, pourquoi son ami a dans son tableau cassé la tour Eiffel. Mais Robert Delaunay ne fut pas le seul à sentir que la place si particulière de Rousseau dans l'histoire de l'art sera immense. En 1936, Alfred Barr, fondateur du Museum of Modern Art de New York, organise une grande exposition consacrée à l'art moderne. Pour celle-ci,
il dessine un schéma des courants artistiques restés célèbres dans l'histoire de l'art. À l'origine de la révolution abstraite, quelques grands fondateurs, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Seurat et Henri Rousseau. Les compositions du peintre, en brisant les codes de la réalité, sont à bien des égards prémonitoires. Elles influenceront jusqu'à des peintres comme Kandinsky, fascinés par les couleurs et le monde abstrait du douanier. En 1912, dans l'almanach du Cavalier bleu, Kandinsky déclarera « Henri Rousseau a ouvert la voie aux possibilités nouvelles de la simplicité. Pour nous, cet aspect de son talent si divers est actuellement le plus important. » Dans une immense toile, intitulée « La guerre » ou « La chevauchée de la discorde », Henri Rousseau cherche à montrer les horreurs des combats de la guerre de 1870. Rousseau, qui mourra avant la Première Guerre mondiale, ne pressent-il pas un monde sur le point de se disloquer? Car si ce tableau est profondément moderne, ce n'est pas uniquement par son sujet. Comme dans la plupart de ses toiles, Rousseau brise ici l'ensemble des 3 règles classiques de la perspective. En s'éloignant du sujet principal, les détails ne deviennent pas, comme ils devraient l'être, moins nets. Ils ne rétrécissent pas. Et les couleurs ne deviennent pas, à l'arrière-plan, plus ternes. Voici alors l'une des explications au mystère de la modernité de Rousseau. La proposition d'un monde sans perspective, n'existant que dans une forme d'abstraction. Comment ne pas penser, à la vue de ce cheval hérissé, de ce flambeau tendu, au Guernica de Picasso, qui 40 ans plus tard devait se souvenir d'avoir déjà vu, jusque dans les moindres détails, cette image-là, quelque part. Rousseau rassemble dans ce tableau toute la puissance fantastique de ses intuitions, celle qui accorde la place première au souvenir de nos rêves et de nos cauchemars, et peut-être même à celui de notre mort. La vie de Rousseau fut des plus claires et simples, et ne se différencie pas immédiatement en apparence de la multitude anonyme des petits bourgeois, des petits commerçants des faubourgs. Et c'est justement dans ce milieu que la forte et complexe nature du douanier s'est épanouie avec autant de plénitude. Et nous qui avons assisté à ce phénomène, que nul de comparaison qu'avec les quelques cas uniques et merveilleux de l'art, nous avons eu le bonheur de découvrir la vie et l'œuvre de ce génie, et d'en saisir l'immense portée. Ce qui nous fascine tant chez Rousseau a peut-être finalement moins à voir avec ses portraits, ses paysages ou ses forêts, qu'avec ce que son imagination et son innocence nous disent de notre propre monde caché, et par extension, de notre fragilité. Dans sa volonté farouche de peindre un monde qui n'existe pas, Rousseau semble nous dire en réalité ceci. Seul l'art le plus vrai permet de survivre à notre propre disparition. Seul celui-ci peut relier à travers le temps l'âme des disparus. Seul le souvenir de notre émerveillement d'enfant permet de nous rendre accessible ce monde invisible.
Rousseau mourut le 2 septembre 1910. Monsieur Houde alla le voir, et comme beaucoup de ses amis étaient absents de Paris, il n'y eut que 7 personnes à son enterrement. En 1913, enfin, le sculpteur Brancusi et le peintre Ortiz des Zárate gravèrent sur la pierre tombale cette épitaphe que j'y avais écrite au crayon. « Nous te saluons, gentil Rousseau, tu nous entends. Delaunay, sa femme, Monsieur Quéval et moi. Laisse passer nos bagages en franchise à la porte du ciel. Nous t'apporterons des pinceaux, des couleurs et des toiles, afin que tes loisirs sacrés dans la lumière réelle, tu les consacres à peindre comme tu tireras mon portrait, la face des étoiles. »